a mis au monde cet enfant-là? C'est pas possible, c'est pas mon enfant. Alors je vais pas ici vous expliquer que oui, c'est vous qui l'avez mis au monde, que du point de vue génétique, de toute façon, ça se prouve, du point de vue de l'ADN aussi, c'est pas du tout ça mon propos aujourd'hui. Mais évidemment que c'est vous qui l'avez mis au monde, et la personne qui hurle cette question, de toute façon, sait très bien que c'est elle qui l'a mis au monde. Et d'ailleurs, la plupart du temps, le cri qui accompagne cette question, il est aussi accompagné d'un cri intérieur qui dit « Mais finalement, je me le mange, cet enfant, c'est bel et bien mon fils ou ma fille. Il n'est pas venu de nulle part, il est là. » Bon. Donc, c'est pas du tout ça dont je veux parler. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'esprit de rupture qu'il y a dans cette question. C'est ça qui est fondamental ici, d'accord? Parce que tout le monde sait que nos enfants, c'est nos enfants, évidemment. Le problème ici, c'est l'esprit de rupture qu'il y a là-dedans. Pourquoi, quand un enfant ne se comporte pas comme je l'attends de lui, je rentre dans une logique de rupture? Il ne fait pas les études que je veux qu'il fasse. Je romps. Et je suis dans la Torah, il n'y est pas. Alors, je ne suis pas dans la Torah, il fait teshuva. C'est-à-dire qu'il ne répond pas à mes attentes. L'enfant ne répond pas aux désirs des parents. Chaque parent a un désir pour son enfant, il a une ambition pour son enfant. Chaque parent a un projet culturel, social, idéologique, religieux, spirituel. Tout le monde a des projets pour ses enfants. Tout le monde veut quelque chose pour ses enfants. Et à un moment donné, il y a toute une série d'enfants qui ne répondent pas à la demande, ils ne répondent pas aux désirs des parents. Et donc, dans cette question-là, mais qui c'est qui a mis au monde ce bonhomme-là, cette fille-là, qui c'est? Mais c'est pas possible, c'est pas moi, enfin, c'est pas mon enfant. Il y a un esprit de rupture. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'explorer l'esprit de rupture. Pourquoi il y a des parents qui portent en eux un esprit de rupture vis-à-vis de leurs enfants? Mais les enfants, ils sont le fruit de l'amour. D'accord? Ils portent en eux l'amour. Chaque être qui est venu au monde porte en lui l'amour. Alors vous allez me dire, bon, il y a eu des mamans violées, il y a eu des gens il y a eu des femmes qui ont fait des enfants et qui n'ont pas prévenu le mari qu'elles avaient arrêté de prendre la pilule. Si ce n'est pas l'amour des parents, c'est l'amour d'Hachem. Chaque neshama, chaque âme qui vient dans le monde, elle est le fruit d'une relation intime, une goutte, et cette goutte, nous dit la Gemara dans l'Ida, elle a été présentée devant le trône céleste, et devant le trône céleste, on a décidé de ce qu'on avait donné comme potentiel à cette âme, mais on a déjà décidé de lui donner une âme. Et ce don d'âme, ce don de vie que Hachem fait à cet être-là, s'appelle l'amour. Donc, à part le fait qu'en général, les gens font des enfants par amour, et que l'enfant se fait dans un processus qui s'appelle l'amour, il y a également l'amour d'Hachem pour ses créatures, c'est-à-dire le droit de vivre cette vie qu'on va donner. Donc, il y a, quand quelqu'un crie, mais qui a mis ça au monde? Dans cet esprit de rupture, il y a une contradiction avec un logiciel de fond, un logiciel beaucoup plus profond qui est le logiciel de l'amour. C'est comme si, en quelque sorte, la personne disait « C'est faux, cet enfant n'a pas été fait dans l'amour ». Et c'est ça qui m'intéresse ici. Parce que dans ce cri ici, se plante, comme une graine, un arbre qui peut pousser et qui peut complètement détruire l'enfant. C'est qu'en fait, au travers de cette question, les parents plantent l'arbre du désamour. C'est-à-dire qu'ils se déprogramment, ils enlèvent le programme de l'amour. Le programme initial de chacun d'entre nous, c'est l'amour. D'ailleurs, je vais vous dire mieux que ça, le remède ultime de chacun d'entre nous, c'est l'amour. Se sentir aimé, se sentir accepté, se sentir compris, se sentir valorisé, recevoir un compliment. Au passage, dans les couples, pourquoi est-ce qu'il faut faire des compliments? C'est pas quand on reçoit une bonne daffina ou un bon couscous qu'il faut dire il faut faire des compliments parce que c'est comme l'essence dans une voiture, c'est pour que ça roule, c'est pour que la relation roule. Parce que le compliment, il obéit à cette idée que finalement, j'ai en moi la neshama, la partie divine, qui est parfaite, et que j'aspire à ce qu'on me dise tu es quelqu'un de bien. Je referme la parenthèse. D'accord? Donc, quand les parents disent ça, je ne comprends pas du tout cet enfant. En fait, ils sont en train de se déprogrammer. Et c'est ça qui m'intéresse ici. Comment lutter contre cette déprogrammation? Un parent qui s'écrit, qui a mis cet enfant au monde, doit savoir qu'il est en train d'enlever le logiciel de l'amour, de la relation avec l'enfant. Maintenant, l'enfant peut le sentir. Il faut que vous sachiez une chose. La relation dans les familles n'est pas une relation cognitive. Ce n'est pas une relation de langage. Je pense ou je parle et je te dis des choses. Une relation d'intensité à intensité. L'enfant, jusqu'à 2 ans, est une éponge sensorimotrice, disaient les spécialistes. D'accord? Il capte. Maintenant, après, il exprime avec son corps tout ce qu'il ressent. Puis plus tard, il n'a pas forcément les mots pour le dire, mais il capte les énergies qu'il y a dans la maison, et ça va conditionner chez lui toute une série d'attitudes. Mais plus tard, quand un enfant a 9 ans, 10 ans, et puis plus tard, quand il est adolescent, et plus tard, et qu'il entend, mais qui c'est qui m'a mis cet enfant-là dans le monde? Il l'entend.
qu'il le ressent, il sent qu'il est rejeté. La graine de l'amour qui lui a permis d'arriver, elle est complètement étouffée, elle pourrit dans le sol. Et ce qu'on va mettre ici, c'est le désamour. Alors cet enfant auquel on va répéter 100 fois, 10 fois, on va le lui dire parfois, ou cet enfant, le sujet duquel on va penser, mais je n'ai pas de rapport avec cet enfant il ne répond pas à mon désir. Cet enfant, il va être atteint. Il va être atteint. Qu'est-ce qui va se passer chez cet enfant? Chez cet enfant, il va se passer que l'estime de soi va être atteinte. Et donc il va grandir avec un manque d'estime de soi. Mais cet enfant, il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Devenu adulte, il ne pourra jamais donner le meilleur de lui-même. Il se peut même que, porteur de cette blessure du rejet, il s'arrange toujours pour créer des relations dans lesquelles il est rejeté. Donc il peut passer sa vie entière, ayant été rejeté, à rejeter et à être rejeté. Et c'est comme ça que des gens qui n'ont pas été gratifiés de l'amour auquel ils ont droit quand ils sont enfants et adolescents, divorcent 2, 3 fois dans la vie, parce que ce sont des gens qui sont tout simplement incapables d'accepter, parce qu'ils ont été rejetés, ils portent en eux le rejet. Donc quand un parent pose cette question, selon l'intensité qu'il va le donner à cette question, selon le nombre de fois où il va se le répéter, ce nombre de fois, crime suprême, même, c'est pas un crime, c'est pire qu'un crime, c'est une faute, comme on avait dit au sujet de l'assassinat du duc d'Enghien par Napoléon. Vous voulez briser la chaîne des Bourbons, d'accord? C'est pire qu'un crime, c'est une faute. Il va le répéter à l'enfant, il va le tuer. Psychologiquement, il le tue. Donc, Moravi Rabotai, mes chers amis, là, aujourd'hui, après ce cours, je voudrais que vous preniez l'habitude de poser une autre question. Enfin, un enfant vous énerve, parce que oui, parce que parfois, les enfants, ils ne répondent pas à notre désir. C'est un monde, d'accord? On a un peu de mal à gérer. Moi, je vous propose de dire, poser une autre question, d'accord? Vous pouvez même la poser à l'enfant. Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Vous allez rentrer dans un questionnement qui est très intéressant, parce qu'enfin il va vous dire, mais je t'écoute pas parce que tu me cries, je t'écoute pas parce que j'en ai rien à faire de ton histoire. Donc il va affirmer, l'enfant, toute une série de positionnements, mais qui sont des positionnements de rébellion, ou qui sont des positionnements de décalage, ou qui sont des positionnements d'incompréhension. Mais là, vous rentrez dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ce que je te propose? Ça, c'est une question intéressante. Vous la posez énervée, c'est dommage. Vous la posez calmement. Enfin bon, d'accord? C'est pas grave, ça arrive qu'on s'énerve. On est humain, d'accord? On va pas vous faire ici la ritournelle des cours de Khidour. Il faut toujours être gentil, il faut jamais s'énerver, il faut jamais énerver plus haut que l'autre. Non, pas du tout. On est humain, on est à taille humaine, c'est très bien que je s'énerve. Mais quand vous êtes redescendu de votre énervement, la question fondamentale, c'est celle-là. Un enfant qui répond pas à votre demande, qui répond pas à votre désir, c'est un enfant qui parle, il dit des choses, il a une personnalité. Je me souviens une fois, sans donner de détails, d'un enfant dont le seul crime était de ne pas faire de très très hautes études et de ne pas avoir 19 sur 20 dans toutes les matières. Alors qu'il avait des frères et sœurs qui étaient brillantissimes, des parents qui étaient brillantissimes, et lui, son seul crime, c'est qu'il était normal. Il avait des notes entre 9, 10 dans les mauvais jours, et 13, 14 dans les bons jours. Voilà, bon, donc il traînait un peu, d'accord? Et ça a pris beaucoup de temps aux parents pour accepter cet enfant-là, qui en fait était un enfant normal. Tout simplement, c'était eux qui étaient des génies, ils avaient des frères et sœurs qui étaient des génies, mais vous savez, ces enfants-là, parfois, ils subissent une sadisation de la relation qui est absolument insupportable. Il m'est arrivé de croiser des gens qui étaient des gens brillantissimes, mais qui avaient été systématiquement dévalorisés, dénigrés par leurs parents, qui ne les trouvaient pas assez géniaux. Et ces gens-là, malgré leur génialité, d'abord étaient des gens pas très sûrs d'eux, pas très capables de s'affirmer, et puis incapables de construire un couple qui tienne. Parce que, finalement, un manque d'estime de soi. Donc, moi, Virabotel, je vous demande de réfléchir. Si vous êtes dans une difficulté de ce genre avec vos enfants, d'accord, calmez-vous d'abord. Voilà. Hachem vous a donné une neshama, c'est une neshama qu'Hachem vous a confiée, c'est une âme. Et vous n'avez pas le droit de l'abîmer, cette neshama. Donc, posez-vous la question. Pourquoi cet enfant ne répond pas à mon désir? Posez-lui la question. Et si vous pouvez sans vous énerver, parce que ça va vous permettre de rentrer dans un rapport intelligent avec l'enfant. Alors, inutile de vous dire que si c'est un petit enfant, on va dire, il est dans l'enfance et dans la prime adolescence, d'accord, jusqu'à 14-15, c'est pas la peine de lui dire pourquoi. D'accord, là, c'est à vous d'être intelligent et c'est à vous de comprendre qu'est-ce qui se passe avec cet enfant. Qu'est-ce qui se passe dans la relation entre le père et la mère? D'abord, dans plein de cas, c'est la relation entre le père et la mère qui lui plaît pas. Hein. Il voit bien le père et la mère qui se parlent mal et il se dit mais c'est quoi ces parents qui veulent me dire quoi faire? Ils savent même pas se tenir eux-mêmes.
Et parfois, il voit bien que le père et la mère, ils sont naïdorés, je vais les nommer Kayem, comme on dit. Ils parlent bien, mais ils font pas ce qu'ils disent. Donc il y a un décalage. Donc, où est la référence? Donc il a un problème. D'accord? Donc posez-vous des questions sur vous-même. Mais si vous êtes dans l'adolescence, après, à partir de 15 ans, vous rentrez dans la négociation avec l'enfant, posez-lui la question, essayez de comprendre. D'accord? Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un moment où il faut arbitrer, il ne faut pas donner des directives à un enfant, et tout, etc. Moi, je ne suis pas partisan dans l'éducation, cette idée qu'on discute et puis on s'arrête à la discussion. Il y a un moment où il faut trancher, il faut essayer de donner des directives, il faut essayer de créer une dynamique. Mais cette dynamique, on va la créer d'autant mieux, d'autant plus qu'on va faire finalement ce que la Torah nous dit de faire. Au moment où Abraham, par exemple, Sarah, qui ne peut pas avoir d'enfant, va amener Agar, pour qu'elle soit avec Abraham Avinu, ou avec Abraham, c'est marqué qu'elle l'a convaincu, elle lui a parlé, elle lui a dit, tu sais, c'est extraordinaire, tu vas t'allier à cet homme, et c'est un homme extraordinaire, tu vas faire quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'était Agar, c'était la mère d'Ishmaël, on n'a pas tenu compte, on en souffre jusqu'à aujourd'hui. Mais la Torah nous rappelle cette idée-là, qu'en fait, tout projet doit être accompagné on va dire, d'un travail de conviction. D'accord? Les choses ne se font pas comme ça en un jour. Donc un enfant, vous avez besoin de lui expliquer. Si vous avez un projet, expliquez-lui. Essayez de lui expliquer, essayez de lui faire partager votre conviction. On verra bien ce que ça donne. À réfléchir.